I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 de Capitaine au Capitaine, le podcast pour stimuler son leadership. Parmi ses réflexes les plus ancrés, l'humain a une tendance pour la négativité. Notre cerveau donne en effet la priorité sur ce que nous devrions améliorer ou sur ce qui pourrait mal se passer. Ce biais de négativité nous est essentiel pour prévenir les dangers, mais lorsqu'il est exacerbé, il peut nuire à notre morale et ignorer nos meilleures qualités. N'oublions jamais qu'il y a deux manières de nous améliorer. Souligner au stylo rouge nos imperfections et souligner au stylo vert nos plus singulières contributions. Bon, en gros et pour faire court, ce mois-ci on va parler talent. Enfin, je dis talent, j'aurais pu dire force, enfin force ou qualité, quoi. Enfin, qualité ou compétence, enfin notre potentiel, quoi, notre identité, voire même. Si comme moi, vous vous perdez un peu dans toutes ces notions compliquées, mon invité du mois devrait nous éclairer. Il a fait de sa vie une quête. Après l'ESSEC, le marketing, l'innovation, le conseil, son parcours de vie se transforme en enquête. Stéphane Dieutre a fait des talents ses apôtres. Après avoir défini les siens, il œuvre pour que nous identifions les nôtres. Parmi ses influences, Aristote tient une bonne place pour concentrer notre énergie sur ce qui nous rend durablement heureux plutôt que sur ce qui nous lasse. Auteur du livre « Et maintenant, que vais-je faire ?», il nous invite à faire un béco à notre avenir et à le construire dur comme fer. Bonjour Stéphane. Bonjour Baptiste. Merci d'être là pour l'épisode 20 de Capitaine au Capitaine. Je te propose un voyage au pays du leadership en plusieurs escales. On va, comme je l'ai dit dans l'introduction, se concentrer sur la notion de talent, de force. Tu vas peut-être nous éclairer un petit peu sur tout ce jargon. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une spécificité au mot talent qui est ton domaine de prédilection, mais qu'on a du mal à définir. Donc ce sera notre point de départ, peut-être de donner ta définition de ce qu'on appelle un talent, et puis comment de les cultiver, bien sûr. On s'intéressera aussi à quelques outils. Je l'ai peut-être pas dit, mais tu es le fondateur de l'Institut Personnage Talent, donc qui est une méthodologie, une approche, un accompagnement qui permet de développer la conscience de soi et puis notamment ce qui fait notre singularité. Et vous utilisez différentes approches, différents outils, grilles de lecture. Donc si tu peux nous en partager quelques-uns, ça pourrait nous être utile. Si ça te va, il y a aussi, je sais que vous intervenez dans les organisations, dans les entreprises, et chez les capitaines, c'est une notion qu'on aime bien aussi, cultiver le personnel et le professionnel. Donc voir comment ça se passe, cette notion de talent, comment elle évolue dans les organisations. Est-ce qu'il y a un changement ou je t'entendais dire il y a 10 ans que les RH devaient s'adapter aussi à cet environnement qui change. Donc où est-ce qu'on en est dans les entreprises ? Et comme je sais que tu cultives ta spiritualité depuis longtemps, j'aimerais bien qu'on puisse faire un détour chez ton meilleur ami qui s'appelle Aristote, et voilà, que tu nous parles un peu de tes expériences optimales, comme tu aimes bien les appeler, pour qu'on se reconnecte peut-être à la spiritualité à travers la philosophie d'Aristote et notamment le démonia, qui est un des piliers que tu apprécies particulièrement. Voilà, ça te va comme programme ? Très bien. Donc je pense qu'on en a pour 4 jours, peut-être. Non, on va essayer de tenir ça en 1 heure à peu près. Je le disais, je fais beaucoup de recherches en ce moment sur ce mot de talent. C'est comme ça notamment que je suis tombé sur tes travaux. Et il y a autant de définitions que de personnes, j'ai l'impression. Ce serait quoi ta définition de talent ? Et peut-être si tu peux, pour te présenter, nous dire quels seraient toi tes talents, histoire comme ça on te connaisse un peu mieux. Et puis comme ça on a quelques exemples concrets de ce qu'on appelle un talent. Alors, je crois que, étymologiquement, talent, ça vient d'une monnaie qui circulait, d'une monnaie d'argent, je crois. Donc, quelque chose qui valait beaucoup de sous, une pièce d'argent. Et puis, les talents seraient un petit peu les pièces d'argent qu'on a reçues, peut-être à la naissance ou après. Ça, c'est un autre débat. Et
moi, j'aime bien prendre la définition du dictionnaire, c'est aptitude à faire quelque chose. Donc, ce serait, au fond, un talent serait une aptitude particulière à faire quelque chose. Après, on pourrait distinguer des talents qui ont pu être déployés, développés, cultivés, et qui sont devenus probablement des compétences qui se sont transformées en compétences avérées, qui ont été nourries par l'expérience, nourries par des apprentissages, etc. Puis des talents qui sont un petit peu restés en friche et qui sont peut-être moins développés. Alors, j'ai pas répondu à la question sur mes propres talents. Vas-y, je t'en prie. Je vais pas faire la liste de ce que je crois être mes talents parce que ce serait un petit peu prétentieux, arrogant et long. Pour donner un exemple, je pense avoir découvert, d'ailleurs plus tard dans la vie, que j'avais un talent pour accompagner l'humain et qui plus particulièrement est dans le fait d'être capable d'accueillir avec bienveillance et non-jugement une personne et d'avoir une aptitude à l'accompagner vers la profondeur de l'être, de qui est cette personne, d'essayer de la comprendre, de la décoder, de déployer. Voilà, ça, c'est ce que je pense être un de mes talents principaux, mais ce n'est pas le seul. Et tu parlais, j'ai saisi au vol cette notion de dîner acquis. Est-ce que c'est encore un débat aujourd'hui? Est-ce qu'on s'en fout finalement? Est-ce que c'est important? C'est quoi ton positionnement là-dessus? C'est-à-dire qu'en fait, en effet, c'est pas si important que ça, puisque l'idée c'est d'accueillir tout ce qui est là dans une personne. Donc, qu'il y ait une part d'inné ou une part d'acquis. Aujourd'hui, on sait dans les théories sur l'ADN, on sait que l'environnement va compter, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une prédisposition qu'elle va se développer. Donc, il y a probablement un mélange d'inné, d'acquis, de transgénérationnel, de conditionnement de l'environnement, de choses qui ont été plus ou moins stimulées. C'est vrai que je fais partie des personnes qui ont, peut-être on reviendra là-dessus, qui pensent qu'il y a un noyau, qui pensent qu'il y a, dès le plus jeune âge, un noyau de potentialité à déployer. J'ai l'impression qu'un des freins, des nombreux freins qui nous limitent à identifier ces talents, ce serait la représentation qu'on s'en fait, parce que on donne au mot de talent la notion un peu de... On l'a sur la notion de génie un peu, tu vois, le talent c'est Mbappé, il a du talent, c'est Mozart, il a du talent, et donc il y a ceux qui ont du talent et ceux qui n'en ont pas. Il y a cette idée qui demeure un petit peu dans l'inconscient collectif, qui nous empêche aussi, en plus de l'humilité peut-être, de s'approprier, d'identifier ces talents. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que le mot est à utiliser prudemment, parce qu'il peut avoir cette connotation qu'on utilise de dire un artiste a du talent, un musicien a du talent, mais qui suis-je pour avoir du talent? Donc, c'est pour ça que parfois, il faut multiplier les mots, comme parler d'aptitude, de points forts, de force, en effet, pour faire attention aux connotations particulières du mot talent. C'est-à-dire, alors moi, parfois, j'ose carrément utiliser le terme de génie personnel. Alors là, on peut dire, ah non, mais moi, qui suis-je? J'ai pas de génie. Qu'est-ce qu'il est fou d'utiliser ce mot, etc. Mais en tout cas, de dire, voilà, cet ensemble de prédispositions qui fait cette richesse singulière, voilà. Mais les mots doivent pas nous effrayer. Faut dépasser ce mot talent pour simplement dire oui, je vais passer un petit temps à comprendre là où j'ai quelques dons, ou qu'est-ce que j'ai des prédispositions, ou que voilà, j'ai l'impression. Force. Ça peut être une compétence au sens dur du terme, ça peut être une compétence... Alors, compétence, ça mérite qu'on s'arrête 2 minutes, parce que en effet, on peut imaginer d'avoir des compétences qui ne sont pas dans notre zone d'excellence ou dans notre zone de talent. Alors, je peux donner un exemple personnel. Donc, j'ai une petite compétence à utiliser Excel, à utiliser un outil de construction de formules de calcul sur un tableau, mais
je ne progresse pas dans l'usage. Donc ça doit faire à peu près une vingtaine d'années que je suis au même niveau, et je n'ai pas de plaisir à utiliser cet outil. Et ça ne me met pas en énergie, c'est même le contraire quand j'ai un associé qui aime beaucoup cet outil, qui est très compétent, et qui va me dire, tiens, alors on va regarder les comptes de la société sur Excel, etc. Et là, mon niveau d'énergie s'effondre. Et donc, j'ai une compétence, mais qui n'est pas dans une zone que je qualifierais de talent. En revanche, comme j'interviens chez KPMG, qui est un grand cabinet de conseil et d'audit, et là, j'ai la chance d'accompagner régulièrement des personnes qui sont extrêmement à l'aise avec cet univers de chiffres et, entre autres, avec cet outil qu'ils vont savoir utiliser avec une virtuosité incroyable. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire le mot virtuosité, il est intéressant aussi. Comment je peux devenir virtuose dans une dimension de mes talents. On y reviendra tout à l'heure parce que je vois l'étincelle dans tes yeux, c'est la même racine que vertu aussi, virtuosité. Donc, si je récapitule, il y a cette notion d'aptitude qui se combine au plaisir. C'est quelque chose qui me donne de l'énergie, en tout cas. Et est-ce qu'on doit associer au talent nécessairement la notion de performance ? Parce que si un talent n'a pas forcément été cultivé, c'est quelque chose qui peut nous mettre en énergie, mais sur lequel on n'est pas forcément performant en tant que tel. Alors, là on est dans un débat un tout petit peu complexe, parce que selon... si j'introduis le mot performance, je peux peut-être passer à côté d'un certain nombre de champs de talent. Je donne un exemple. Donc, un talent, ça peut être, par exemple, la capacité d'apprécier, de contempler la beauté, de voir la beauté des choses. Bon, alors, si je mets une notion de performance là-dedans, je veux dire, ça va être compliqué de créer cette échelle de mesure de la performance. Voilà. Je peux peut-être dire que si je l'ai déployé, je vais peut-être aiguiser ma capacité à comprendre un tableau, à visiter une exposition, à dessiner, peut-être des choses comme ça. Mais c'est peut-être dangereux de trop vite vouloir introduire cette notion de performance. Donc c'est quelque chose que je fais naturellement, et c'est un autre frein, une autre barrière à l'identification des talents, c'est que c'est tellement naturel pour nous que ça sort de notre radar en fait. Ça nous semble tellement évident, puisqu'on l'a quasiment toujours fait ainsi, qu'on ne le voit pas forcément comme une spécificité ou comme un don potentiel, quoi. Oui, j'ai toujours ce souvenir d'un leader, puisqu'on parle de leadership dans cette émission, d'un monsieur quand même de la quarantaine, donc qui a quand même déjà une bonne expérience professionnelle, une relative connaissance de soi, qui me dit voilà, mais il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est de mettre en contact deux personnes. Ça, je le fais d'ailleurs tous les jours, mais bon, ça n'a aucun intérêt ni aucune valeur, me dit-il. Je le regarde et je me dis mais est-ce qu'il est sérieux ? Oui, il avait l'air très très sérieux. Je me disais mais est-ce qu'il se rend compte qu'il y a des carrières entières qui sont faites sur la connexion, notamment chasseur de tête, par exemple, capable de connecter les deux bonnes personnes au bon. Et donc, il continue à me raconter tout ce qu'il a pu faire et à quel point il a rendu service à travers ce talent, et en étant persuadé que ça n'a aucun intérêt, aucune valeur. Donc voilà, c'est en effet ce qui peut nous arriver avec quelque chose que l'on sait tellement bien faire, que c'est tellement naturel qu'on n'est pas certain que ce soit du tout un talent. Et ça, c'est vraiment un des premiers freins dans ce travail d'identification. Il y a une autre image qui me venait tout à l'heure quand on parlait de performance. Au fond, quand on regarde les enfants, les enfants vont
vivre naturellement une certaine part de leur talent. Alors certains, très tôt, vont être à écouter de la musique avec une grande attention, peut-être une capacité de rechanter, avec une oreille musicale incroyable, une prédisposition à pianoter sur le piano du salon et à jouer avec. Donc, tout ça, ils vont le faire dans une totale, sans rechercher une performance. Ils vont simplement déployer, tester quelque chose qui est comme un élan, une prédisposition naturelle, qui en effet leur crée un certain plaisir, une certaine joie. Je crois qu'il faut garder ça en tête. Hein. C'est pas d'abord une histoire de performance. C'est d'abord une histoire d'élan et d'envie et d'énergie qu'il y a à faire cette exploration. Si je prends cet exemple de la musique, un exemple un peu simple et courant. Bah alors, je continue dans cette voie-là parce que j'allais te poser la question de manière très naïve, à quoi ça sert finalement d'identifier ses talents ? Est-ce que c'est purement professionnel, c'est-à-dire je construis mon activité professionnelle sur la base de ces talents-là ? Est-ce que c'est aussi dans une optique de bien-être ou de performance ? Est-ce qu'on est obligé de faire quelque chose de cette prédisposition, de ces talents ? Là, il y a plusieurs questions. Donc, alors, connaître ses talents, c'est se connaître. Hein. C'est déjà, ça nous apprend énormément sur nous. Parce que si je connais mes prédispositions, si je connais ce que j'ai envie de faire naturellement, mes élans, dans mes élans, il y a parfois même une forme des valeurs qui sont en action, des valeurs donc est-ce que je suis prédisposé à défendre l'autre, voilà, des enfants, il y en a qui sont non, tu touches pas à mon petit frère, je vais le défendre contre l'injustice, voilà. Donc il y a des prédispositions comme ça qui sont liées à des valeurs. Donc comprendre ces élans qui nous traversent, ces prédispositions, ces aptitudes, ces envies, c'est se connaître. Et donc, il y a un premier précepte philosophique qui dit « connais-toi toi-même ». Donc, connais-toi toi-même. Alors souvent, c'est pas la suite de ce qui était écrit au fronton du temple de Delphes. Non, ce qui était la suite, c'est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc là, c'est la promesse est considérable. Ça veut dire qu'elle est en train de nous dire tu vas pouvoir accéder, si tu te connais au fond, et donc si tu connais entre autres tes talents, tu vas mieux saisir l'univers, tu vas peut-être mieux en profiter, tu vas mieux y contribuer, et peut-être tu vas mieux comprendre des choses plus invisibles, plus profondes. Ouais, donc, il y a déjà cette promesse incroyable. Après, il y a le fameux deviens qui tu es, c'est-à-dire autre proposition philosophique. Est-ce que je vais oser devenir tout ce que je peux être et être toute cette potentialité, et là aussi un chemin que Aristote qualifie d'heureux, un chemin qui nous rend heureux, c'est-à-dire que ce qui nous rend heureux, c'est cet accomplissement de ce que je peux être. Alors au fond, on pourrait dire, tiens, oui, une fleur, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle a à faire ? Elle a à s'épanouir et être une très belle fleur. Alors évidemment, il va y avoir des conditions météo particulières, une orientation du soleil, un arbre qui l'empêche ou pas, etc. Mais son job de fleur, c'est d'être la plus belle fleur possible. Et pourtant, même si c'est une pâquerette, sa façon d'être pâquerette sera totalement unique. La taille de ses pétales, la couleur de son blanc, etc. Donc c'est pour dire que voilà, on peut voir dans ce cheminement vers soi et la compréhension des talents cette possibilité d'un épanouissement, accomplissement, une réalisation qui donne un sens même à sa vie. Alors justement, j'ai écouté dans une des précédentes interviews une réinterprétation ou une adaptation de la fable du colibri, où c'est ce fameux colibri qui essaye d'éteindre par petites béquets le feu, et puis je crois que c'est un tatou qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais ? Enfin les autres animaux lui disent mais t'es complètement malade, tu vas pas à toi tout seul, et il dit je fais ma part. Mais toi tu dis que ça devrait aller un pas plus loin si on intègre cette idée de talent dans les colibris, c'est que
c'est bien qu'il fasse l'effort à son échelle, le colibri, mais peut-être que c'est complètement stupide que son rôle soit de porter les béquets d'eau, quoi, puisque c'est pas son talent. Absolument, parce que il y a cette idée d'essayer de voir ce que nos talents nous appellent à faire dans notre contribution au monde. Donc, il y a la philosophe psychanalyste Cynthia Fleury qui a créé un livre qui s'appelle Les Irremplaçables. Donc, c'est vraiment pour dire, mais en fait, si je ne fais pas ma tâche, elle ne sera pas faite. Le monde ne l'aura pas. Et donc, si je ne joue pas le jeu de m'inscrire ma dynamique individuelle dans une dynamique collective, dans le projet collectif s'en trouve amoindri. Et donc, il y a cette idée d'une responsabilité de ces talents. Et alors, dans le cas du colibri, donc le colibri, c'est l'incendie, le colibri apporte ses gouttes d'eau et épate un peu toute la tribu des animaux parce qu'il fait sa part, oui. Mais la question, c'est quels sont les talents du colibri ? De toute évidence, le colibri a un talent qui est de voler. Alors d'ailleurs, le colibri, je me suis renseigné, il est capable de voler en arrière, de voler en avant. Il va très vite. C'est un animal qui vole assez vite. Et donc, on pourrait dire, plutôt que porter une goutte d'eau du fleuve vers l'incendie, aller-retour, il pourrait déjà jouer un rôle de coordination. C'est-à-dire qu'il peut aller coordonner l'effort des animaux de la forêt. Donc ça serait une première tâche. Deuxième tâche, on voit que le colibri a un sacré leadership parce qu'il est très aligné et il inspire les autres parce que les autres le regardent en disant « Waouh, dis donc, le colibri, il est là, il est en première ligne, il est prêt à porter sa goutte d'eau, etc. » Donc c'est un leader, c'est quelqu'un qui inspire les autres. Peut-être qu'il a aussi un rôle à jouer dans la mobilisation des animaux. Voilà. Donc c'est juste, on s'amuse comme ça parce qu'on ne connaît pas tout du colibri en question, mais probablement la capacité à apporter de l'eau n'est pas son talent principal. Et là, pour le coup, en termes de performance, c'est pas extraordinaire. Voilà. Donc parions que si on travaillait plus avec le colibri et l'ensemble de la tribu de la forêt, on trouverait des tâches et une complémentarité des talents entre eux. Et évidemment que l'éléphant est probablement bien équipé pour faire le travail de transporter l'eau, voilà, et mieux que le colibri. En revanche, le colibri peut-être peut dire non, c'est là qu'il faut aller et pas ailleurs. C'est intéressant à l'heure de tous ces enjeux qu'on a à dépasser, sociétaux, environnementaux, etc. Et beaucoup de personnes aujourd'hui souhaitent que leur énergie, leur temps, leur travail soit peut-être dédié à ces défis-là. La question de se poser les talents, du coup, d'identifier ces talents pour savoir comment se mettre au mieux à la contribution, ça paraît effectivement intéressante. Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, les enfants. Une sorte de spontanéité dès le plus jeune âge dans les activités. C'est le jeune papa qui parle. Est-ce que, est-ce qu'il y a un âge ou est-ce qu'il y a une bonne pratique pour détecter, stimuler, encourager ? Et d'ailleurs, question complémentaire, est-ce qu'il ne faut pas simplement leur foutre la paix ? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ne pas dégrader ou en tout cas, le plus tôt possible dans la vie, valoriser, cultiver les talents ? Oui, là, il y a deux choses. C'est accueillir, valoriser ce qui émerge. Ça, oui. Alors, là, je donne un petit truc, une pratique très simple. C'est votre enfant arrive, je sais pas quoi, et papa, on a gagné au foot et j'ai marqué un but. Et donc, on peut premier temps, on peut juste dire bravo, mon chéri, c'est formidable. Mais on peut dire mais raconte-moi comment t'as fait. Et là, quand on fait ça, on lui permet de revivre le moment. Et si vous posez plein de questions, vous dites mais oui, mais alors le but, à quel moment tu l'as marqué ? Mais comment t'as fait ? Raconte-moi, on t'a fait une passe et tu t'es dit quoi ? Et comment t'as marqué le but ? Et t'as tiré quoi ? Du pied gauche, du pied droit, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je lui permets de s'approprier son talent, de comprendre comment il a fait, le mode d'emploi, et tout simplement, je lui redonne la joie de revivre
ce moment de grâce, ce moment de flow, comme on expliquera peut-être ce terme un peu plus loin. Donc ça, je vous encourage tous, parents, à cultiver cet art d'accueillir et d'aider l'autre à comprendre comment il a fait, quelles étaient les qualités. Mais alors, en fait, peut-être que il y a un esprit de camaraderie, peut-être il y a 1000 choses dans cette anecdote d'avoir marqué le but, d'avoir gagné avec son équipe, et tout ça, on peut tirer le fil de toute la richesse des talents qui ont été en jeu dans le cadre de cette partie de foot. Voilà. Pardonnez-moi de cet exemple genré, nous pourrions prendre, voilà, j'aurais dû dire une jeune fille qui joue au foot au lieu de dire un garçon. Et donc, il y a cette posture d'accueil. En revanche, je crois qu'il faut faire très attention de ne pas enfermer trop tôt l'enfant dans ses talents qu'on pressent. C'est-à-dire, ah oui, bah alors, t'as réussi, t'es fort en calcul mental, t'es un matheux. Ah, comme ton grand-père d'ailleurs. Et qui a fait Polytechnique. Alors, vous voyez, donc tout le danger, c'est de faire peser sur l'enfant, dès l'enfance, un projet ou une étiquette. Parce qu'il peut avoir été très très bon au calcul mental, puis se révéler plus tard littéraire, ou se révéler aussi manuel, etc. Donc, faisons bien attention de laisser un petit peu grandir, mais de soutenir ces prises de conscience, mais dire peut-être qu'il y a encore plein d'autres choses en toi. Voilà. Et peut-être que tu vas les découvrir encore, et qu'il y a encore plein de... Voilà. Et donc, c'est toujours prudent avec les enfants et les jeunes adolescents de les aider à prendre conscience sans fermer les choses. Ouais, ce que j'entends, et je sais que tu tiens aussi beaucoup au pouvoir du narratif, donc dans le fait de demander d'expliquer et de revivre ce but marqué ou cette joie, cette fierté. Il y a cette aptitude peut-être à se décortiquer, hein. C'est déjà de l'apprentissage de l'introspection dès le plus jeune âge, finalement, de se comprendre. C'est une habitude que peut-être n'ont pas suffisamment les adultes, justement, d'observer, puisque une manière d'identifier les talents, c'est aussi par observation de ce qui se passe dans nos vies. Et quelque part, si tu donnes cette opportunité-là à l'enfant dès le départ, de dire « raconte-moi ça », il prend l'habitude aussi de décortiquer un petit peu ce qu'il vit. Donc ça me parle. Est-ce qu'il y a besoin d'aller au-delà de ce premier conseil, de leur demander comment ils ont fait, comment on peut les accompagner? Il y a un deuxième conseil qui va contre l'intuition de pas mal d'entre nous, c'est que si on croit aux travaux de la psychologie positive sur les forces, et très documentés, y compris scientifiquement, etc., la question est d'encourager, c'est-à-dire qu'on ne progresse jamais mieux que dans notre zone de force. Or, jusqu'à présent, on va dire, voilà, t'es doué en français, mais t'as des moins bonnes notes en maths, je vais te donner des cours de maths. Si on est dans cette logique des talents, t'es bon en français, on va te donner des cours de français. Alors, c'est peut-être pas des cours de français, c'est peut-être tout simplement, on va t'acheter des livres, on va en parler, on va te soutenir, on va te stimuler dans cet endroit qui est riche pour toi, et non pas, on va à tout prix te demander de progresser dans un endroit qui est pénible pour toi. Et sur lequel tu as moins d'énergie. Alors après... L'école fait tout le contraire. Alors l'école a longtemps fait le contraire, et peut-être fait encore parfois le contraire, ce serait probablement... C'est-à-dire que en bon parent, on se dit, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum. C'est-à-dire que... Et c'est pas faux, il faut peut-être soutenir le fait qu'il y ait un minimum dans une matière pour ne pas être pénalisé dans le système scolaire. Mais je dirais, on oublie le système scolaire 2 secondes, on reste sur notre travaux de parents. On va dire, voilà, j'observe des champs de prédisposition, j'aide à les cultiver, je mets l'énergie à l'endroit. Ah, t'as envie de monter sur scène, alors... peut-être des cours de... Ah, t'aimes bien tes cours de théâtre, peut-être un stage cet été.
comment je peux soutenir ça? Je t'emmène au théâtre. Et est-ce que c'est bien, parce que ça c'est peut-être une approche un peu à l'américaine, j'ai envie de dire, mais de faire goûter très tôt à plein de choses différentes pour qu'ils puissent explorer ou découvrir, parce qu'on sait que l'environnement et la stimulation d'un talent se fait aussi par l'environnement et ce que je fais. Donc est-ce que c'est bien d'emmener son gamin, alors, j'attends ni un oui ni un non, mais tu vois, de faire de la musique, du sport, du truc, du machin, quitte à multiplier les pistes au départ pour voir qu'est-ce qu'il garde, ou est-ce qu'il faut juste lui foutre la paix et... Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Ça, je pense qu'il faut foutre la paix au sens laisser de l'espace. Vous savez, on dit souvent il faut laisser les enfants s'ennuyer un petit peu, parce que voilà, qu'est-ce qui va se passer? Face à l'ennui, il va contacter peut-être des endroits où il va, face à l'ennui, est-ce qu'il va lire? Est-ce qu'il va dessiner? Est-ce qu'il va aller rencontrer des amis? Est-ce qu'il va explorer le jardin? Est-ce qu'il va caresser le chat? Qu'est-ce qu'il va... Voilà. Donc, c'est, je crois, laisser un peu d'espace d'expression, essayer de cultiver notre capacité à accueillir, valoriser, découvrir. Donc ça demande, c'est un vrai travail. Je pense que ça, moi, alors évidemment, je suis peut-être pas tout à fait objectif parce que c'est mon champ de spécialité, mais je pense que on a tous intérêt à progresser dans l'entreprise et en tant que parents et autour de nous dans cette capacité d'apprécier, décoder, accueillir les talents des autres, individuels et collectifs d'ailleurs. Donc, laisser un petit peu de l'espace, mais aussi peut-être de temps en temps proposer quelque chose, voir comment et aller peut-être au-delà. En effet, aller au-delà d'une première réponse d'enfant. Non, j'ai pas envie d'aller au musée. Voilà. Et peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et peut-être que ça va être un type de musée, un type de thématique. Voilà, tout ça est explorer, quoi. Explorer sans en faire une performance en disant il faut que, en tant que parent, j'ai tout exploré pour que mon enfant. Je crois que ça, il faut laisser cette. Il me semble, je vous donne mon sentiment qui est de laisser un petit peu de vide aussi. Et quand on est adulte, on a parlé des enfants, mais on l'a pas forcément fait depuis le plus jeune âge. On le disait, l'école, en tout cas de l'époque, nous incitait pas trop ou ne regardait pas trop dans cette direction-là. L'entreprise le fait pas forcément pour nous aussi. On a tendance aussi à naturellement vouloir corriger et se focaliser sur ce qu'on devrait améliorer. Comment on peut faire? Je sais pas, moi je suis boulanger, je travaille dans les vignes ou je suis dans une SS2I, peu importe, mais pour au quotidien mieux identifier mes talents. Alors déjà, une grosse difficulté, c'est que ces aptitudes, prédispositions, on n'a en général pas idée du champ de ces aptitudes, de ce qu'on appelle en bon français soft skills, c'est-à-dire toutes ces compétences molles, ces compétences douces, et toutes ces capacités qui sont assez subtiles et qui peuvent sembler complètement perpendiculaires à l'univers de l'entreprise. Alors je vais m'expliquer. Donc Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, a créé une nomenclature de forces, 24. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y en a que 24. Ça veut dire que lui a créé un premier alphabet de forces à partir de 24 notions qui sont très riches, très intéressantes. C'est pas du tout pour limiter le sujet à ces 24 points, mais ça nous donne une idée de ce champ d'aptitude. Alors, je vais vous surprendre peut-être. Parmi elles, il y a la capacité à pardonner. Bon, alors, capacité à pardonner, c'est une force. Oui, du point de vue de la psychologie, c'est une force. Alors, vous allez me dire, mais attends, si j'ai la capacité de pardonner... Je suis expert comptable, super, quoi. Alors là, c'est une catastrophe, parce que c'est pas du tout bankable. Quand est-ce qu'on gagne de l'argent? Quand est-ce qu'on a de la réussite avec la capacité à pardonner? Eh bien, il faut regarder à deux fois, parce que on s'aperçoit aujourd'hui qu'un, par exemple, un leader, puisqu'on parle de leadership ici, un leader
qui a la capacité à pardonner, c'est un leader qui n'enferme pas les gens dans les erreurs qu'ils font. Donc c'est un leader qui promeut la deuxième chance. C'est un leader qui dit tiens, on va essayer de tirer ensemble les enseignements de l'échec et on va voir ce qu'on va en faire pour la prochaine fois, comment on peut améliorer, etc. Donc un leader qui ne fait pas peser continuellement sur vous les risques de l'échec, qui vous aide à être audacieux, qui vous aide à explorer vos possibilités, etc., c'est une qualité remarquable. Donc, tout à coup, cette idée que cette capacité à pardonner serait quelque chose qui serait uniquement pour quelques nonnes ou quelques bons bouddhistes ou je ne sais quoi, non, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans nos aptitudes. Je vois que dans cette liste aussi des forces de Seligman, il y a l'optimisme, l'humour, l'amour de l'apprentissage, l'ouverture d'esprit, la curiosité. Donc tout ça fait partie un peu de nos traits de personnalité, un peu de comment on s'offre au monde, quoi. Ça fait partie de nos forces sur lesquelles on peut s'appuyer. Oui, et c'est important de dire, tiens, je vais essayer de comprendre la richesse de mon collaborateur, mes propres richesses, et de voir le jeu subtil des combinaisons infinies de ces différents types de forces. Donc, je prends un exemple personnel. Donc, je vous disais tout à l'heure que je pense avoir une forme de sagesse, de bienveillance, d'aptitude à accompagner l'autre. De l'aider à réfléchir sur qui il est, sur son existence en profondeur. Puis un jour, on m'a dit, oui, mais Stéphane, ton truc, c'est l'humour. Parce qu'avec l'humour, tu passes de la profondeur à la joie, et ça nous permet de te suivre vers les questions que tu nous poses, plus intimes, plus profondes, etc. Et donc, sans la combinaison de l'humour et de ses capacités, me disait-il, je fonctionnerais moins bien dans mon accompagnement. Donc vous voyez comment l'humour, qui a priori a pas grand-chose à voir avec comme ça, hein, avec le métier de coach, on se dirait tiens je sais pas, l'humour, et ben en fait est intimement lié à ce que les autres voient de moi, de mes talents d'accompagnement. Alors tu viens de donner un deuxième ingrédient, je crois, très important et sur lequel vous appuyez beaucoup chez Personnages Talents. C'est le premier, c'était l'observation personnelle de comment je fais les choses, de ce qui me met en énergie. Mais il y a la dimension des autres aussi, c'est que comment les autres perçoivent et cette notion de feedback, de retour que je peux avoir. Les autres sont une source essentielle pour révéler nos talents. Alors c'est dingue parce que c'est une observation que faisait Aristote plusieurs siècles avant notre ère. Donc, il nous dit qu'en bon philosophe qui cherche à se connaître lui-même, c'est intéressant d'avoir un ami qui lui-même est dans une exigence de sagesse et d'accomplissement parce qu'il va pas hésiter à vous dire des choses qui sont pas forcément tout à fait ce que vous aviez envie d'entendre, mais il va le dire avec amitié pour vous aider à progresser. Soit il va vous le dire en valorisant vos talents, mais peut-être aussi en pointant un petit coin moins beau, un peu plus difficile, un trait de caractère un peu, voilà. Et donc, en effet, l'autre, c'est l'autre qui nous aide à nous voir, et plutôt l'ami bienveillant qui veut nous aider à grandir. Autre élément important que tu viens de rapprocher, c'est que j'ai écouté aussi dans tes interventions, nos talents nous sont directement reliés aussi à nos parts d'ombre. Alors, ou peuvent, en tout cas. Peuvent, oui. C'est-à-dire, alors là aussi, merci Aristote, mais c'est de dire, Aristote dit déjà, c'est bien, il faut cultiver, déployer ses talents, ses vertus, mais attention à l'excès ou à l'absence. Donc il prend des exemples, donc le courage. Donc l'excès de courage, ça peut se mettre en danger, avec une témérité qui nous met en danger.
l'absence, le manque de courage nous emmène vers la lâcheté. Donc il y a l'idée que à chaque force, je peux avoir des excès ou des absences, ou même, là c'est plutôt la psychologie de Carl Jung qui va nous dire, si c'est très développé dans une force, peut-être que vous êtes concerné même par l'ombre opposée à votre zone de talent. Alors, c'est un concept plus complexe, qui est voilà. Donc c'est intéressant de regarder. Donc je vais par exemple avoir ce sage bienveillant, mais moi je suis susceptible de basculer dans le sauveur. Alors qu'est-ce que c'est le sauveur ? C'est celui qui veut sauver l'autre, même si l'autre lui a rien demandé, même s'il n'en est absolument pas capable, il va essayer de sauver l'autre. Alors sauver l'autre, ça pose plein de problèmes, parce que si vous voulez apprendre à faire du vélo à votre enfant et que vous tenez tout le temps la selle, bah, il va jamais apprendre le vélo, parce qu'il y a un moment donné, il faut lâcher la selle et prendre le risque que l'enfant tombe ou réussisse. Et donc, le sauveur, avec cet excès d'accompagnement, finalement, cet excès de volonté de sauver l'autre de lui-même, peut empêcher l'autre de grandir. Voilà. Tu connais la théorie du cocon ? Voilà, peut-être c'est allez-vous un monsieur développer. un monsieur qui se promène dans la forêt, puis il voit un cocon qui est en train d'éclore, et puis il veut l'aider. Donc avec ses pouces, il ouvre le cocon, et puis le papillon s'envole, mais s'écrase immédiatement et se fait bouffer. Et moralité de l'histoire, c'est l'épreuve de l'ouverture du cocon qui sert à muscler les ailes du papillon pour qu'il devienne autonome. Et si on fait ça à sa place, eh bien, c'est contre-productif. Voilà, c'était pour alimenter une bonne mise en garde du sauveur. Voilà. Ok, très bien. Alors, j'ai peut-être pour boucler, donc bien expliquer que très souvent, nos zones d'ombre, donc l'ombre du sauveur, va indiquer une zone de force aussi. C'est-à-dire que beaucoup de sauveurs vont être attirés par les métiers de l'accompagnement, du soin de l'autre, etc. Mais il va falloir qu'ils progressent dans la conscience des risques de leur ombre. Donc, c'est une façon de comprendre que nos zones de force et de talent et zones d'ombre sont intimement liées et sont les deux faces d'une même pièce. Donc, c'est important pour nous de comprendre comment ça se passe pour nous, hein, parce que là je fais des lois générales, évidemment il s'agit que de cas particuliers. Donc parmi les feedbacks que nous font nos proches, ce qu'on nous reproche justement peut aussi nous indiquer une partie de nos talents, l'autre face de la pièce, quoi. Quand on dit fais pas ton Stéphane ou fais pas ton Baptiste, se cache derrière ça, derrière cette bienveillance et cette exigence, peut-être un talent qui se cache. Parmi les autres approches, grilles de lecture, il y a la théorie du flow. Alors tu as une capacité, je sais pas si c'est un talent, mais à prononcer le nom du dépositaire de la théorie du flow. Moi je me cantonne à Mihaly, c'est déjà bien, mais... Alors la suite, c'est Mihaly, Csikszentmihalyi. C'est ça qui a marqué devant moi, mais je te fais confiance sur la prononciation. C'est quoi la théorie du flow ? Donc, ce monsieur qui est décédé maintenant a étudié les moments où on vit une expérience de forte intensité dans l'expression de nos talents. C'est-à-dire que c'est des moments où on est plein d'énergie, on a le sentiment d'être à notre place, de nous réaliser, et on est devant un défi qui nous oblige à mobiliser le meilleur de nous-mêmes. Donc, je sais pas quoi, départ de la Transat, prenons une métaphore maritime, nous sommes chez le capitaine, donc il faut mobiliser tous ces talents pour essayer d'être en tête dès le premier jour. Il faut pas rater le départ de sa course, donc il y a un défi. Et puis peut-être qu'à un moment donné, parce qu'on est un super marin, parce qu'on sait faire pas mal de choses, on ressent cette énergie dans ce défi, et on a l'impression d'être à sa place, et souvent le symptôme qu'on est en train de vivre ce moment de flow, c'est que on perd la conscience du temps et de l'espace.
Donc souvent, si ça vous arrive de vivre quelque chose et de dire tiens, que j'avais pas réalisé, ça fait 3 heures ou ça fait 2 heures, c'est que vous êtes probablement en train de vivre un moment de flow. Donc flow, F-L-O-W, flux d'énergie tout simplement. Et donc flux d'énergie, c'est une boussole extraordinaire. C'est-à-dire que tout simplement de comprendre quand est-ce qu'il y a de l'élan, de l'énergie, un sentiment de réalisation, un sentiment, peut-être de joie, mais de joie qui n'exclut pas l'effort et peut-être aussi pas mal d'efforts. Voilà, c'est ça le flow. Et très souvent, on invite les personnes à analyser des moments de petits ou de grands flows qui ont pu vivre ces derniers temps ou ces dernières années, parce que c'est l'indicateur que s'expriment nos talents, nos forces. Elles s'expriment dans ces endroits-là. Donc on revient tout à l'heure à la question à l'enfant qui arrive chargé d'énergie, plein de flow, parce qu'il a vécu un truc incroyable. Papa, viens voir. Alors donc, oui, et qu'est-ce qui se passe ? Et quels étaient les talents, justement, à ce moment-là, quels sont nos talents ? Donc et ça, on le voit, voilà, analyser, vous êtes un leader, vous voyez dans votre semaine, dans votre mois, j'ai beaucoup aimé l'entretien d'embauche que j'ai eu avec cette personne, parce que il y a eu des moments où j'arrivais à bien la comprendre, on s'est bien connecté, je sentais que j'arrivais à lire cette personne, à comprendre ce qu'elle voulait, on a eu un dialogue sincère, authentique, voilà. Donc, comprendre de quoi sont faits ces moments de votre agenda où il y a du flow, et versus les moments où il n'y a pas du tout d'énergie. Alors qu'est-ce qui se passe là ? J'ai l'impression en t'écoutant que c'est pas facile non plus parce qu'on prend pas l'habitude, c'est pas dans nos routines de se prendre un temps. Nos vies sont bien remplies, et quand il y a des vides, on s'occupe pour se trouver de quoi les remplir encore plus. On prend plus ces temps d'ennui ou de moments pour soi pour se poser ces questions-là. Et c'est pour toi, tu le verrais comme une hygiène presque mentale de se poser. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui a envie d'aller sur ce champ-là ? Est-ce qu'il faut le faire régulièrement, genre tous les jours, et l'écrire ? Est-ce qu'il faut y aller une fois de temps en temps ? Ça dépend de vos talents. Ça dépend. Non, je dirais que oui, même chose. Notre façon de nous approprier une habitude ou d'apprendre varie considérablement d'une personne à l'autre. Donc, je me garderais bien de donner une loi absolue, mais je suis en effet convaincu que le fait de faire le chemin soi-même, c'est-à-dire de dire tiens, je vais prendre un petit moment de ma vie à faire cet inventaire plus précis de mes talents, peut-être de mes zones d'ombre, de mieux les comprendre, de mieux les approprier, de mieux comprendre mon propre mode d'emploi et de toutes mes possibilités. C'est comme si j'étais un instrument de musique. Nous sommes tous des instruments de musique, mais il faut apprendre à en jouer, quoi. Et en fonction de l'instrument, il y a différents types de mélodies, de rythmes, etc., qui nous correspondent. Donc, évidemment, si je prends un moment de ma vie à le comprendre, ensuite, je saurais mieux créer la bonne routine, la bonne hygiène pour mieux déployer, pour mieux, voilà. Et comment je vais apprendre à jouer de l'instrument et Tu parlais du leadership dans le travail. Je t'entendais dire dans une interview qu'il y a 10 ans, je crois, 9 ans ou 10 ans, que les RH opérationnels étaient presque obsolètes, ou en tout cas dépassés, je ne sais plus quel était ton terme, mais qu'il y allait avoir un travail d'adaptation à faire dans les organisations pour intégrer la complexité à laquelle on fait face aujourd'hui, pour être plus agile, voilà. On voit 10 ans plus tard que la situation en entreprise est compliquée. Je ne veux pas noircir le tableau de manière extrême, mais en tout cas, il y a des problèmes de santé mentale, il y a des problèmes d'engagement au travail, etc. Quelle est ta vision, toi qui travailles avec les entreprises, de l'état actuel des choses ? Est-ce que les entreprises ont suffisamment évolué par rapport aux changements qu'on a vus sur le marché du travail ? Les entreprises, elles sont comme nous, elles évoluent. Et donc, en effet, on vient peut-être depuis le 19e, 20e, vers une organisation de l'entreprise plutôt tayloriste, donc à chercher à
définir des tâches assez précises, à rendre les gens les plus performants possibles dans chacune des tâches par l'acquisition de compétences et la mesure de la performance. Des entreprises plutôt organisées de manière pyramidale et avec une recherche d'efficacité maximale. Donc, en effet, la question de l'épanouissement professionnel devient assez secondaire par rapport à, écoute, on attend de toi ce type de tâche, puis peut-être ce type de tâche demain, etc. On va te former pour que tu progresses et que tu sois performant. Et donc, on va définir chaque poste en tâches et compétences acquises et programmes d'évolution des compétences, etc. Donc, on vient de ce modèle-là et on est en train de rentrer dans un siècle qui, lui, semble contester ce modèle et qui cherche avec tout ce qui est développement personnel qui est devenu très très important à partir des années 80 et qui s'est déployé dans la société, en tout cas occidentale, c'est certain. On est sur un modèle qui est beaucoup plus proche d'une recherche d'épanouissement professionnel et d'accomplissement de soi et de sens. Et de possibilité d'une présence authentique et d'une parole authentique dans l'entreprise avec suffisamment d'autonomie. Donc on est en train de remettre en question le modèle précédent et les nouvelles générations le font de manière encore plus exigeante. En disant, si vous me racontez une histoire et que c'est pas vrai, ça va tout de suite se voir et ils vont tout de suite réagir. Donc il y a en effet une demande de plus en plus importante que l'entreprise offre la possibilité de progresser, de se réaliser avec suffisamment d'autonomie et suffisamment de sens et suffisamment d'accueil des singularités de chacun, de la diversité. Voilà. Donc clairement, les RH sont tout à fait au courant de ça et progressent dans ce sens-là. C'est pas... Mais en effet, c'est un grand défi parce que ça remet en question plein de modèles. Et donc, c'est comment je vais être plus attentif aux trajectoires individuelles, offrir plus de souplesse d'évolution, offrir par exemple le droit de s'arrêter 1 an pour un projet personnel avec la possibilité de revenir. Je donne cet exemple parce qu'il est un type d'exemple. Je suis pas en train de dire que c'est ça l'alpha et l'oméga, c'est juste pour prendre un exemple de souplesse dans les trajectoires. Mais donc la possibilité d'apprendre constamment et il y a une exigence d'évolution, de souplesse, de composition plus personnelle qui vient peser parce que la sanction est immédiate, c'est-à-dire le risque du désengagement. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir quelqu'un qui progresse dans l'entreprise et puis qui va dire « Non, mais j'ai envie de devenir guide de haute montagne ». Alors la question, c'est est-ce que je te laisse faire l'expérience de quelques mois là-dedans, de progresser ? Peut-être que tu peux composer ça avec le métier aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'attire dans guide de haute montagne ? Est-ce que c'est mieux accompagner les gens dans des moments d'expérience un peu extrêmes, etc. Mais est-ce que dans l'entreprise, tu peux être un leader qui accompagne un collectif dans un défi, etc. Donc, qu'est-ce que ça vient dire de toi ? Comment on compose ? Comment tu peux vivre ce que tu es ? Quel espace on donne ? Quelle autonomie on donne à ton job pour que tu l'adaptes à qui tu es ? Je te suis à 200%. J'ai l'impression qu'on est à des années-lumière de ça dans les organisations. Alors, de cette écoute, de cette considération, de cette projection, de qu'est-ce qu'on peut faire je me fais un peu l'avocat du diable, mais moi, comme ce que tu disais tout à l'heure, on est encore plus proche quand même écoute, moi j'ai une fiche de poste, j'ai un plan une grille salariale, et moi, ton truc de guide de montagne, etc., ça rentre pas dans ces cases-là, donc tu vois, je force le trait, mais je regrette aussi, c'est pour ça que je viens de chercher un peu là-dessus, parce que j'ai l'impression que
l'entreprise, et c'est vaste l'entreprise, n'est pas encore, il y a un vrai décalage là dans cette... Tu vois, on parle de rétention des talents, d'attractivité des talents, mais c'est plutôt dans un modèle, le mot de talent, il est de plus en plus présent, hein, on est passé de salarié à collaborateur, de collaborateur à talent, mais il est de plus en plus présent sans forcément qu'on en chope l'essence, quoi. Alors oui, alors c'est vrai que c'est important de bien dire à tous les auditeurs que le mot talent n'a pas je l'ai pas dit tout à l'heure, dans le monde de l'entreprise et notamment RH, le mot talent qualifie les collaborateurs et notamment les collaborateurs sur lesquels l'entreprise potentiel qu'on pourrait parie pour l'avenir de l'entreprise, qui pourront évoluer dans l'entreprise, qu'on a envie de déployer plus que peut-être que les autres. Ça, c'est une question aussi qui peut se poser, savoir si c'est bien de sélectionner ou pas et comment. Mais disons que donc là, on redéfinit le terme talent. Alors, tu as absolument raison de dire, attends, Stéphane, là, t'es en train de faire un tableau de ce qui n'est pas encore. Donc, c'est vrai que j'étais plutôt en train de brosser peut-être un peu un futur un peu idéal de ce qui pourrait émerger et ce qui existe en émergence. En revanche, il y a plein de choses qui se passent sous la pression de la nouvelle génération. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va dire « Moi, je veux bien vous rejoindre, mais je veux travailler à distance 2 jours par semaine, etc. » Aujourd'hui, c'est quelque chose qui va peut-être se faire. C'est-à-dire qu'on va peut-être dire « Oui, ok, voilà comment on peut faire. » Donc, ce que je veux dire, c'est que des aménagements, des conversations sur cette possibilité ou des possibilités d'évolution, etc., vont avoir lieu. Peut-être pas. J'ai évidemment là, avec l'exemple de guide de haute montagne, là, je suis parti un petit peu là dans quelque chose de tout à fait utopique. En revanche, de dire que le dialogue RH sur la carrière et la trajectoire dans l'entreprise soit plus riche, plus fécond, plus ouvert, je pense que cette tendance est déjà là. Elle est déjà émergente. Il ne s'agit pas de dire que voilà, c'est un grand catalogue et on choisit toutes les possibilités de sa vie dans le grand catalogue de l'entreprise. On n'en est pas là, mais on est beaucoup plus... Je crois qu'on progresse dans cette direction. Je crois qu'on progresse aussi sur l'autonomie, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui essayent d'avoir un organigramme plus plat, avec des systèmes d'organisation plus autonomes. Hein, dans le secteur de la high-tech, il va y avoir des tribus qui vont s'organiser autour de compétences, etc. Donc, tout ça existe, émerge. Voilà. Donc, à la fois, tu as raison de dire, attention Stéphane, là, j'ai l'impression que tu décris quelque chose qui n'existe pas encore. Et en même temps, si on est bien attentif, il y a beaucoup de choses d'émergence qui vont dans ce sens-là, et de réflexion RH qui vont dans ce sens-là. Notamment dans les entreprises qu'on peut qualifier de talent companies, les sociétés qui reposent sur la qualité, la qualité humaine est au cœur de la proposition de l'entreprise, et une entreprise qui se doit d'attirer les meilleurs talents pour continuer. À ce moment-là, la question est tellement sous tension que on va réfléchir de manière beaucoup plus engagée sur la question des talents, de la rétention des talents, de l'attractivité des talents. En effet, des tartes à la crème, mais qui aboutissent quand même à des réflexions et à des évolutions. Ok. Work in progress, comme on dit en bon français. Peut-être que pour les indépendants, c'est peut-être un peu plus simple. J'essaye de penser à des salariés. Ce serait quoi les conseils ? Je ne suis pas forcément dans une organisation qui a cette réflexion, mais j'aimerais progresser, faire en sorte que je stimule un peu plus mes talents dans le cadre de mon boulot. Je n'ai pas forcément envie de me réinventer, de partir être guide de montagne, mais j'aimerais faire un pas, trouver... assumer plus mes talents au sein de ce que je fais. Ce serait quoi les conseils concrets ? En parler, tu l'as dit, peut-être en parler autour de soi, tendre une perche à sa direction ou à ses RH. Peut-être d'abord essayer de progresser dans la connaissance de soi.
parfois, ça peut se faire avec un dialogue RH en disant voilà, si on est quelqu'un sur il y a un lien avec l'entreprise qui s'est constituée, et il est parfois possible de dire j'aimerais bien faire un bilan de compétences, réfléchir un petit peu à là où je pourrais évoluer dans l'entreprise, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc, ou être attaché à un programme de l'entreprise de développement des talents qui va proposer une meilleure connaissance de soi, etc. Donc ça peut être... Premier point, phase 1, mieux connaître ses talents, ses besoins, ses aspirations aussi. Et puis 2, dialogue à ce moment-là enrichi, parce que ce qui terrorise un peu les départements RH, c'est quelqu'un qui arrive, alors dis-moi, qu'est-ce que tu me proposes pour l'avenir ? Parce que alors là, c'est un point de départ un peu difficile, alors que si on va voir les gens de RH en disant écoute, moi j'ai vraiment le sentiment que je suis bon là-dedans, je pourrais apporter ça, je me verrais bien évoluer vers ça. Là, on a les bases d'un dialogue. Hein, c'est pas certain que la personne va vous dire ah oui banco tout de suite, mais il va y avoir ah oui je comprends, tu me dis ça, ça me fait penser à tel type de poste, ça me fait tu vois voilà. Donc en effet, deuxième temps, favoriser la qualité du dialogue avec, alors je dis RH, mais c'est peut-être son manager, son leader, etc. Et puis alors troisième point. Pardon, encore de l'anglicisme, le job crafting, c'est-à-dire la possibilité de façonner son travail. C'est-à-dire qu'en général, surtout si on est à des postes de responsabilité managériale, leader, la marge de manœuvre de façonner son poste est assez importante. Donc, comment j'organise mon travail ? Est-ce que il y a certaines choses que je délègue parce que je suis moins bon, donc je m'entoure de quelqu'un dans l'équipe qui confère tout à l'heure, moi pas très fort avec les comptes et les calculs, donc je m'entoure d'un associé, j'ai la chance d'avoir un fantastique associé qui me complémente bien là-dessus. Donc je vais me concentrer vers un certain nombre de tâches où pense être créateur de valeur, où se déploie mon énergie. Parfois, je vais m'autoriser des tâches qui sont pas complètement prioritaires, mais qui sont source d'énergie pour moi, et que je vais essayer de garder un peu dans mon agenda parce que elles viennent me nourrir. Hein. Exemple, moi j'ai besoin de rencontrer des gens stimulants de temps en temps. Alors c'est pas forcément l'urgence de demain matin par rapport à tel ou tel projet, mais si j'ai pas régulièrement cette nourriture, mon niveau d'énergie va baisser. Voilà, c'est un exemple. Donc, je peux petit à petit, si je me connais et si je connais un petit, je vais essayer de trouver des marges de manœuvre pour organiser mon travail et mon agenda de façon à ce que mon écologie personnelle, c'est-à-dire mon niveau d'énergie, mon niveau de flow, soit maintenu de la bonne façon. Et les signaux d'alerte, c'est tiens, j'ai plus de flow. Ça fait 15 jours que je suis en basse énergie, j'ai pas trop envie d'aller au boulot. Alors j'ai peut-être tout simplement besoin de vacances, mais j'ai peut-être besoin de revoir ma façon de travailler. Et voilà. Même question pour clore cette partie pour les dirigeants. Tu travailles aussi avec les dirigeants. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un dirigeant pour mieux créer de l'autonomie ou libérer un petit peu cette idée de talent dans leur organisation ? Pardon, parce que je me répète terriblement, mais commence par toi-même. C'est-à-dire, connais-toi toi-même. Si ce leader n'a pas conscience de sa richesse singulière de leader, de son style de leadership, de ses points forts de leader, de ses points d'ombre de leader, de vulnérabilité, comment pourrait-il rencontrer l'autre dans sa différence et sa singularité ? Donc je pense que, premier conseil, leader, connais-toi toi-même. Et à partir de là, apprends à mieux voir l'autre, à mieux déceler sa richesse singulière, à dialoguer autour de ça. Peut-être même faire connaître à ton équipe quels sont tes points forts, quels sont tes points de vigilance, où ils peuvent t'aider à être vigilants avec toi, etc. Les points de complémentarité. Donc, je pense que à ce moment-là,
il va aider à créer une culture. Alors, bon, les Américains qui ont trouvé des mots pour tout, hein, ils ont un mot, ils appellent ça strength-based management, hein, le management basé sur les forces de chacun, c'est-à-dire un management, une posture appréciative du meilleur de chacun, avec une mission du leader qui est d'essayer de créer un flow collectif, hein, d'essayer de favoriser ces moments de flow individuel et collectif. En t'écoutant, j'ai réussi à retomber sur l'analogie maritime. Je vois le talent un peu comme une voile. On en a tous une, mais pour en avoir conscience, il faut en avoir conscience pour pouvoir la déployer. Et puis après, il faut peut-être l'orienter dans le sens des vents favorables, parce que ça suffit pas de la déployer. Il faut aussi la manipuler en fonction du contexte de notre environnement et tout ça. Ok. Ouais, c'est une belle métaphore. Je trouve que c'est une très belle métaphore, parce qu'en effet, on peut imaginer qu'on vogue pendant un certain temps en ignorant qu'il y a la possibilité de déployer telle ou telle voile. Donc ça, c'est tout à fait ignorer l'existence du SPI, de je sais pas quoi. Donc on peut imaginer ça. Et en effet, une fois qu'on l'a identifié, si j'oriente pas le bateau pour prendre le vent, hein, et donc déployer mon talent pour aller en effet plus vite et mieux, pour filer doux, filer droit, filer, je sais pas comment on dit, alors, plus vite capitaine. Et mieux, je me permets. Oui, non, j'ai pas toute la. Vous n'avez pas tout le vocabulaire marin. Tout le vocabulaire, mais je me suis promis de passer mon permis bateau quand même à un moment donné, parce que sinon ça la fout mal quand même. Oui, on est d'accord. Alors justement, c'est bien. On a travaillé la transition ensemble. On va pas prendre trop de temps là-dessus, parce que je veux pas abuser de ton temps, et puis il faudrait un épisode entier, voire plus, pour parler de cette dimension-là. Mais puisqu'on parle de la voile et d'orienter dans le sens du vent, encore faut-il savoir où on va. Oui. Se fixer à soi-même une destination. On a parlé de la performance, c'est pas forcément une destination, la performance, mais la direction dans laquelle on veut aller. Et on a beaucoup parlé d'Aristote, en tout cas on l'a mentionné à plusieurs reprises, Aristote, et qui est à la base d'un truc qui m'intéresse depuis très longtemps, mais t'es beaucoup plus avancé que moi dans cette recherche-là, c'est l'eudémonia. C'est le bien, hein, j'ai retenu le préfixe euphorie, euphonie, etc. Et puis daemon, c'est le démon, mais pas au sens maléfique nécessairement, mais c'est l'esprit, donc l'esprit du bien qui est en nous. Et je retiens l'idée d'épanouissement, on le traduirait aujourd'hui un peu comme un épanouissement, pas un bonheur, je reprends tes mots, hein, pas un bonheur ponctuel, mais plutôt l'idée d'une bonne vie, quoi, une vie qui, voilà. Un alignement avec ce souffle intérieur que l'on a. Il y a une phrase, ta rencontre avec Aristote, elle est fortuite, parce que c'est par une phrase qui n'est pas du tout de lui, c'est ça, c'était « Là où se rencontrent vos talents et les besoins du monde, se trouve votre vocation ». Et moi, dans le démonia, j'avais noté une autre phrase que j'avais entendue, c'était une formation en ligne sur Cross Knowledge, pour être honnête, je crois, et je n'ai jamais retrouvé cette phrase. C'était la définition du bonheur selon le doménisme, c'était « Faites de votre mieux ce dans quoi vous êtes le meilleur pour le bien des autres ». Et ça rejoint un peu ça, et ça m'avait énormément marqué. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous en lien avec ces sujets de talent et de leadership sur le démonia pour clore notre épisode? Ben oui, alors le démonia, donc notion de la philosophie grecque et notamment de la philosophie d'Aristote, donc être bien aligné avec sa nature profonde, son daimon, hein, son génie personnel, et c'est traduit par bonheur ou épanouissement. Donc l'idée est qu'en effet la source de bonheur suprême est dans la réalisation de soi et non pas dans l'acquisition des choses extérieures comme la fortune, la gloire, etc. Mais donc c'est le conseil du philosophe de plutôt cultiver cet accomplissement plutôt que la recherche des titres et de la gloire et de l'argent. Donc c'est intéressant parce que en fait c'est un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle de réussite. Donc je réussis ma vie parce que j'ai un bon revenu, j'ai un titre, un beau
titre et une reconnaissance sociale, et donc j'ai réussi. Or, ce modèle est en train d'être remplacé par un modèle qui serait justement beaucoup plus proche du bonheur eudémonique promis par Aristote, c'est-à-dire je veux pas réussir dans la vie, je veux réussir ma vie. Et donc je veux devenir qui je suis, l'accomplir et me déployer. Et ça va être ma priorité. Donc on est en train de vivre dans l'entreprise ce changement. Donc on vient de l'entreprise qui fonctionnait à la carotte de la réussite sociale et monétaire, et on passe à une entreprise. Alors évidemment, faut pas là aussi caricaturer, de dire que voilà les jeunes générations s'intéressent pas à l'argent ou à la réussite, ce serait évidemment complètement faux. Mais disons que cette appétence-là rentre en ligne de compte, alors qu'elle était peut-être très, très seconde ou très, très oubliée dans le modèle précédent. Donc on va bien vers on est dans un monde où il semblerait que Aristote gagne un peu, hein, c'est-à-dire qu'on va vers le démonial. Alors c'est amusant d'ailleurs de savoir que il y a tout un champ de recherche sur la nature de ce bonheur eudémonique, des publications de chercheurs pour savoir si c'est vrai que ce bonheur est différent d'un bonheur hédoniste. J'en profite pour dire, pour ceux que ça intéresserait, il y a un test que vous pouvez faire si vous allez sur personnagetalent.fr. Vous pourrez faire ce test d'accomplissement. Personnage au pluriel, tiré-du-6, talent au pluriel.fr. C'est ça, voilà. J'ai 3,1 sur 4, je l'ai fait. C'est pas mal. Voilà, non? c'est bien. C'est 3,1 sur 4, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, on mesure, donc on tente aujourd'hui, en tout cas, de mesurer ce degré d'accomplissement, vous verrez. Donc, ça vient bousculer la donne considérablement dans l'entreprise et dans notre rapport au travail. Donc, c'est clair que la relation au travail est en train de bouger. D'ailleurs, cette eudémonia, elle est par la réalisation professionnelle, mais pas seulement. Hein, c'est la réalisation de soi, donc ça va être professionnel, certains hobbies qui vont prendre une certaine importance, donc c'est un équilibre plus global de vie personnelle et professionnelle, d'où des demandes aussi de pouvoir travailler à la maison certains jours, etc. Hein. Tout ça fait partie de cette logique plus attentive à l'accomplissement et à l'écologie personnelle. Ouais, ce qui nous fait dire que ce qu'on nomme aujourd'hui quête de sens, c'est pas nouveau, quoi, loin de là, et que même les philosophes se posaient la question, c'est universel, c'est existentiel, mais peut-être que maintenant cette quête de sens qu'on décrit, elle est peut-être plus contextualisée avec l'état du monde et l'état de notre société. Oui, c'est là où c'est intéressant, cette question des quêtes de sens, parce que souvent on pense y répondre en disant on va donner un sens à l'entreprise. Donc c'est important que l'entreprise réfléchisse à sa raison d'être, à sa mission, à ses valeurs. Bien entendu, sous réserve que la démarche soit le plus authentique possible. Mais il y a aussi la quête de mon sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne sens à ma vie, à ma progression, notamment, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, qu'est-ce que j'ai envie d'épanouir, donc où est-ce que je vais, donc là aussi, quelle articulation entre ma raison d'être et la raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire comment on peut conjuguer et vivre un moment, comment ma dynamique individuelle va s'inscrire dans une dynamique collective. Donc j'aime bien d'ailleurs l'expression la raison d'en être et la raison d'être, hein, comment s'articule la raison d'en être et la raison d'être. Et donc c'est à nouveau un champ. Alors là aussi, il ne s'agit pas de tomber dans l'angélisme, l'irénisme, mais c'est en effet un horizon vers lequel se tendent de plus en plus d'entreprises, et que ça fait partie de l'attractivité de certaines entreprises que d'avoir su, peut-être mieux que d'autres, articuler, accueillir ça, proposer quelque chose qui fait sens et
à mieux articuler sa raison d'en être et sa raison d'être, à un moment où on constate un niveau de désengagement, de silent quitting, comme on dit, c'est-à-dire de la démission silencieuse, c'est-à-dire que vous partez pas, mais vous êtes presque plus là, et vous êtes plus dans une participation vraiment active et engagée. Voilà, donc c'est des points de réflexion importants dans l'entreprise. Je te rejoins, c'est ce que j'appelle être capitaine de sa vie et être capitaine d'entreprise, c'est exactement, et je me permettrai de te le piquer, ces raisons d'être et raisons d'en être, parce que je pense que la responsabilité, elle est commune en fait. C'est l'authenticité de l'entreprise sur présenter un projet clair, affirmé, et de l'autre côté savoir aussi pourquoi on est là et se poser les bonnes questions, et c'est ça aussi que j'appelle être capitaine de sa vie. Il nous reste 2 questions. Quelles sont les inspirations que tu peux partager avec nous ? Ça peut être des podcasts, des livres, des films, des documentaires, des séries, des lieux, un truc qui t'a aidé toi et que tu conseilles. Alors, je rappelle, pendant que tu réfléchis, parce que je te vois toi lever les yeux, qu'il y a ton livre déjà, et maintenant, que vais-je faire ? Où tu te poses pas mal de questions là-dessus sur comment on donne une nouvelle impulsion à son existence. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué récemment ? C'est pas forcément en lien avec les talents d'ailleurs, mais un truc qui t'a inspiré ou... J'ai une liste gigantesque parce que ça fait quand même à peu près 12 ans, voire 15, que je réfléchis sur le sujet avec des lectures, des livres, donc je suis bien en peine là, je suis bien embêté. Il y avait le livre de Cynthia Fleury que tu... Oui, bon, c'est pas forcément facile de lire Cynthia Fleury. Donc, moi, je lis Les Irremplaçables. Les Irremplaçables, que je trouve être une très belle philosophie. Alors, dans cette veine-là, il y a des livres de Simone Veil, non pas la ministre, mais la philosophe sur le travail, le sens au travail. Il y a un livre qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Du labeur à l'ouvrage, et que je conseille, qui est bien dans cette veine d'expliquer quelle est la différence entre labeur au sens un travail subi, et l'ouvrage, un travail choisi qui nous permet de faire œuvre, d'œuvrer, et donc de réaliser, de déployer ses talents. Donc, vous voyez, il y a une diversité de livres de toutes sortes sur ces questions. Il y a des livres très intéressants sur la psychologie positive, sur le flow, on a parlé de Martin Seligman, de Mihaly Csikszentmihalyi sur le flow. Après, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'articles assez remarquables dans un site dont le Welcome to the Jungle, je trouve que c'est souvent très riche avec des temps. On parlait du podcast de Grégory Pouy qui a aussi Ping qui aussi parfois réfléchit sur la question du travail, de la relation au travail, de l'avenir du travail, etc. Voilà. Écoutez, il y a tellement j'aurais dû celle-là, je l'envoie en amont. Donc en effet, dans mon livre, vous trouverez d'autres sources que je cite. Et depuis les philosophes, il y a aussi toutes sortes de... Merci Stéphane pour ton temps et puis la qualité de notre échange. J'ai une tradition, c'est celle de laisser le mot de la fin à mon invité sur une question récurrente qui est qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie ? Mais comme c'est une question particulièrement épineuse et que seule ta meilleure réponse m'intéresse, je vais t'offrir généreusement quelques secondes de réflexion. Le temps pour moi de rappeler qu'on peut retrouver tout cet accompagnement individuel, collectif sur le site, on l'a nommé personnage au pluriel, tiré du 6, talent au pluriel.fr.
Et puis je souhaite aussi remercier les auditeurs, auditrices qui nous ont suivis jusqu'au bout. Merci à toi qui nous écoutes sur ton vélo, dans ton auto ou dans le métro. Merci à toi qui nous écoute en rando, au repos ou pendant son boulot. J'ai l'envie profonde que ce podcast vous soit le plus utile. Donc si c'est le cas, faites-le moi savoir parce que l'impact, c'est vraiment mon or noir. J'ai également envie de vos suggestions pour améliorer cette émission et puis qu'elle réponde encore plus à sa mission. Et donc j'aimerais aussi que vous me souffliez le nom de mes futurs invités, voire que vous me connectiez avec vos capitaines préférés. Bref, je souhaiterais vous associer le plus possible à cette aventure passionnée. Donc pour ce faire, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et en parler à la machine à café. Stéphane, le temps de la réflexion est révolu. Cette émission sera terminée aussitôt que tu auras conclu. Qu'est-ce que c'est pour toi être capitaine de sa vie ? Moi, je trouve que c'est une belle métaphore. C'est-à-dire que la métaphore du capitaine. Pourquoi ? Parce que, donc, en effet, le capitaine de sa vie doit connaître son bateau. Donc, il doit connaître son bateau, il doit connaître comment fonctionne son bateau. Là, on a passé toute l'émission à décrire cette question de bien connaître les possibilités de son bateau, ses voiles, etc. Il doit également être conscient de la direction qu'il a envie de donner, de prendre, et donc le capitaine doit écouter le conseil de Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc il doit prendre les vents favorables. Mais surtout, ce que j'aime dans cette métaphore, c'est deux autres choses. C'est un, le capitaine a la responsabilité de l'équipage du bateau et de tous les passagers. Donc dans cette idée-là, il y a je suis responsable. Il y a une responsabilité. Peut-être il est aussi responsable de la cargaison aussi, de ce qu'il va apporter à bon port. Donc le capitaine de sa vie est conscient de ses responsabilités, sans se laisser non plus écraser par elle, mais et donc il est et je pense qu'il y a un autre point qui me plaît beaucoup dans cette métaphore, c'est qu'il est conscient de ses limites, c'est-à-dire que le capitaine ne peut pas se permettre d'être dans la toute-puissance, parce que l'océan, les vagues, la météo, etc. sont plus forts. Et il doit composer avec cet environnement et donc bien regarder les étoiles, bien écouter la météo, écouter les bulletins, écouter, se relier, demander les avis, etc. Voilà. Donc j'aime bien dire, voilà, pour moi, un capitaine de sa vie serait quelqu'un qui serait un peu conscient de toutes ces dimensions. Et donc merci, capitaine, de cette belle métaphore. Merci Stéphane Dieuttre.